Bonjour et bienvenue dans Bistro Populi pour la deuxième édition. Et tout d'abord, merci beaucoup, puisque ça a été un bon petit succès. On est assez content parce qu'on a eu de bons retours de votre part dans les commentaires, donc on va essayer de continuer le bon travail. Quoi de neuf en ce moment en France? Comme vous le savez, ça fait un an déjà que les Gilets jaunes, toutes les semaines, sortent dans la rue pour se bagarrer contre le gouvernement. Il fallait forcément qu'on en parle. Donc on a avec nous aujourd'hui Étienne et Nicolas. Bonjour. Qui sont donc des Gilets jaunes. Je précise que vous n'êtes encartés dans aucun parti. Non. Et puis donc on a Quentin et Fabrice. Bonjour. Mes camarades de l'UPR. Alors est-ce qu'on peut dire que vous êtes des Gilets jaunes ou pas finalement? On a participé au mouvement des J'ai Gilets jaunes. participé là-dessus. Moi-même, j'y ai pas beaucoup participé, j'ai juste fait une manif. Eh bien écoutez, installez-vous confortablement. On se retrouve tout de suite après le générique. Question, est-ce que si je vous demande quand commencent les Gilets jaunes au national, vous avez une idée de quand commence ce mouvement? Le début des manifestations, ça a commencé il y a un petit peu plus d'un an maintenant, puisque nous avons fêté l'anniversaire il y a 2 semaines de cela, mais c'est vrai qu'il y a avant les grandes manifestations, si on parle des revendications des Gilets jaunes à proprement parler, elles ont commencé plusieurs semaines avant. Donc personnellement, j'ai pas retenu tous les détails, mais il y avait déjà des mots d'ordre. Il y a eu toute une phase préparatoire avec des revendications et un projet déjà de se mobiliser qui a mis qui a démarré plusieurs semaines avant que les manifestations soient effectives. Après, c'est un peu compliqué de mettre une date vraiment de début. D'ailleurs, il y a toutes les sources divergent. Il y a certaines personnes qui disent que ça commence avec la pétition de Laetitia Lidowski. Il y a plein de choses différentes qui sont données. A priori, ça commence vraiment beaucoup plus tôt, puisque on a dès le 12 janvier 2018 Monsieur Leandro Antonio Noguera qui fait un groupe Facebook en mettant vous en avez marre, c'est maintenant, à Périgueux. Et il y a déjà une manif, alors ça s'appelle pas Gilets jaunes, hein, effectivement, mais ça commence déjà beaucoup à ressembler à ce que sont les Gilets jaunes, et on voit déjà des gens porter leurs petites chasubles avec des trucs écrits dans le dos. Donc, a priori, si on remonte le plus loin dans l'histoire, on a ça. Ensuite, donc on a, ce que je disais tout à l'heure, une pétition de cette dame qui est auto-entrepreneur, Laetitia, qui fait une pétition intitulée, toi tu en avais entendu parler à l'époque? Oui, enfin moi le lancement, moi ce que j'avais entendu c'était Jacqueline Moreau, c'était vraiment la toute première vidéo qui parlait donc des Gilets jaunes, qui moi m'avait vraiment parlé, et je me suis dit, ah bah tiens, je crois que c'était au mois d'octobre 2018. Le 18 octobre. Le 18 octobre, et j'avais vu cette vidéo-là, et je me suis dit, bah tiens, ça peut être une très bonne chose, et j'en avais pas entendu parler avant. Voilà. Bon, je crois que les origines du mouvement, comme dans beaucoup de mouvements, il y a des origines qui peuvent remonter assez loin, mais moi ce que j'ai constaté, c'est que vraiment le débat s'est installé, tout le monde s'est positionné, tout le monde était au courant des Gilets jaunes et tout le monde s'est positionné par rapport à leurs revendications à partir justement de octobre, voire même peut-être septembre 2018, mais pas avant. C'est à partir de ce moment-là que c'est vraiment devenu un sujet dont on parlait dans les familles, dont beaucoup de gens parlaient chez eux, entre eux, à travers la société. On va enchaîner dans quelques instants sur ce qui s'est passé, notamment pour vous, puisque vous avez été là vraiment au début des actes 1. C'est ça. Juste pour finir sur le national, bon, pour beaucoup d'entre vous, c'est des choses que vous connaissez déjà, mais juste pour remettre un cadre. Donc, on a différentes choses qui commencent un petit peu partout, à peu près au même moment. Et puis, on a cet acte 1, donc le 17 novembre 2018. Oui, c'est ça. Où là, tout d'un coup, ça s'organise un peu partout en France en même temps. Il y a ensuite une étape où on va avoir des tensions qui vont monter entre les deux groupes, on va dire entre la police, le gouvernement et puis les Gilets jaunes. On va avoir un grand débat lancé par Emmanuel Macron, il va y avoir beaucoup de choses, et puis un an plus tard, eh bien, il y a une évolution, on va dire, des personnes qui font partie des Gilets jaunes. Oui, justement, sur cette évolution, déjà au niveau régional, nous on a pu le voir,
Je vais prendre 4 exemples, l'acte 1, l'acte 4, l'acte 12. C'est ça, on va directement sur le local. Alors, sur le local, comment ça a commencé pour vous en fait? Alors pour nous, ça a commencé à 8h sur la place Bellecour, le 17 novembre. Alors, pardon, mais encore avant ça, moi ce que je voudrais savoir, on n'a pas forcément besoin d'une date précise, mais si. Comment est-ce que vous en êtes, comment vous commencez à découvrir ce mouvement-là? C'est par Facebook en se baladant là-dessus ou des copains à vous qui vous en parlent? C'est comment? Non, bon, c'est vrai que nous, on a été peut-être un petit peu proactif à notre niveau vis-à-vis de notre entourage, c'est-à-dire qu'on s'est mis à en parler autour de nous, on n'était pas les seuls, mais bon, dans tout un chacun, dans sa famille, dans ses groupes d'amis, il y a toujours des personnes qui amènent des sujets. Ces sujets, on les amène parce que ça commence tout le monde commence à en parler, notamment dans les médias. Nous, on vient, bon, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais comment dire, nous avions déjà un certain nombre de doutes sur le fonctionnement politique et sur ce qui touche aux revendications des Gilets jaunes depuis plusieurs années, alors que par notre historique, ce n'est pas forcément naturel à l'origine. Donc nous avons pris l'initiative d'en parler autour de nous. Nous n'étions pas les seuls, mais... De s'exclamer sur on va dire, une espèce d'étonnement par rapport au fonctionnement général de l'État. Voilà, exactement. Vous n'êtes pas allé à tous les rassemblements, vous n'êtes pas allé forcément au même. Vous y allez un petit peu de temps en temps comme ça, et vous avez vu une évolution. Oui. Alors ce qui est sensible, c'est que justement, nous, on a été à plusieurs des actes du début, donc fin 2018, début 2019. Et puis bon, depuis, nous sommes moins manifestés. Par contre, nous tenions à revenir justement à l'anniversaire pour voir un petit peu comment le mouvement avait évolué, pour voir aussi de nos yeux, puisque c'est vrai que, bon, à travers le prisme des médias, on a une vision qui peut être déformée. Les témoignages sont pluriels. Bon, après tout, le meilleur moyen de se rendre compte, c'est de se déplacer, lorsqu'on parle de politique. Et c'est vrai que, par contre, le fait d'avoir comme ça été un petit peu à distance pendant plusieurs mois nous permet de nous rendre compte de suite, lorsque nous sommes arrivés sur la place il y a 2 semaines, pas seulement, c'est-à-dire que pour faire court, lors des premiers actes, il y avait à la fois une grande diversité sociale dans le mouvement. Je me rappelle, on avait même des avocats et un notaire avec nous, beaucoup de monde, une foule importante, et qui arrivait effectivement à suivre les vœux exprimés récemment par notre maire Gérard Collomb, d'ailleurs, à cadrer les éléments les plus violents. Les Black Blocs étaient conspués et ils étaient coincés sur le côté par la masse des gens. Ils étaient déjà là, mais ils étaient complètement étouffés. Alors que là, il y a 2 semaines, à l'inverse, on avait beaucoup moins de monde. Alors beaucoup moins de monde, on y reviendra peut-être, qui s'explique par le climat de violence qui a fait fuir un certain nombre de manifestants, etc. Mais une proportion, on va dire, du coup, de Black Blocs beaucoup plus important et impossible à cadrer de la part des autres manifestants. Je vais enchaîner sur... alors, peut-être Fabrice, peut-être. Toi, tu en as fait combien des manifs? J'ai fait à peu près entre 15 et 20 manifestations et je me suis rendu au moins 2 fois à la maison des syndicats à Lyon. Ouais. Et où j'ai pu voir, en dehors des manifestations, ce qu'on pourrait dire des gens qui se sentaient suffisamment investis, enfin qui se sont investis en temps et au niveau des idées pour essayer de mettre en place une première structure. Ça serait plus Quentin qui va nous demander parce qu'il en a fait pas mal aussi. Juste, est-ce que tu pourrais nous dire, toi tu en as fait beaucoup au début, beaucoup à la fin, un peu réparti aussi? Alors, je vais juste faire un tout petit rappel historique. Là, on n'a pas mentionné Éric Drouet, qui a été quelqu'un de très important au début des Gilets jaunes. Pourquoi? Parce qu'Éric Drouet était un camionneur, donc c'est quelqu'un qui, dans la vie de tous les jours, était directement impacté par l'augmentation des taxes sur le carburant. Taxes qui sont à un pourcentage, je crois, 70% fixé par l'État. Par conséquent, c'était une décision non pas des pétroliers suite à une crise du pétrole, mais tout simplement parce que le gouvernement avait décidé, pour financer la transition écologique, d'augmenter ces taxes. Alors, ça, c'est sur la revendication, je voudrais voir ça après. Voilà. Je voulais juste voir sur le gouvernement, sur comment toi, tu as vécu les voilà. choses. Donc, une fois que je voulais quand même terminer. Pour moi, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est que la seule fois où les Gilets jaunes ont eu un représentant qui a été accueilli par un responsable, même au niveau de l'État, c'est-à-dire le ministre de la Transition écologique, ça a été à ce moment-là. Depuis, à ma connaissance, ils n'ont obtenu aucun résultat. Ça, je voulais simplement dire, c'est qu'en tant que citadin, puisque je vis à Lyon, les taxes sur le carburant, j'avoue, j'étais passé complètement à côté, puisque, comme beaucoup de citadins, la voiture, ce n'est pas mon moyen de locomotion. Et ensuite, et c'est là où je rebondis sur ce qu'a dit Étienne et Nicolas, c'est que
il y avait des gens qui n'étaient pas que là pour la taxe fixée par l'État, il y avait des gens de tous les milieux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu comme un appel d'air, c'est-à-dire que les gilets jaunes qui venaient d'abord parce qu'ils avaient des problèmes de fin de mois, ils ont besoin pour travailler de se déplacer, donc ils étaient concrètement touchés par ces décisions de l'État. Il y a des gens qui se sont greffés, tu parlais de notaires, tu parlais d'avocats, des gens qui venaient de tous les milieux et qui se sont dit, tiens, pour une fois qu'il y a des gens qui vont dans la rue et qui ont des revendications qui sont souvent pertinentes. Alors, la fin de mois, c'est une question éminemment pertinente, mais il y avait aussi des gens qui disaient « nous voulons être entendus ». Et parmi les Gilets jaunes, il y a beaucoup de gens qui veulent être entendus par les politiques, parce que c'est aussi pour ça qu'ils ne veulent pas être politisés, c'est qu'ils ont tellement voté 2 fois pour être finalement à chaque fois déçus, parce que les promesses ne sont pas tenues. Les promesses, comme dirait quelqu'un qui était Pasqua, n'engagent que ceux qui y croient. Eh bien, désabusés. D'accord. Et là, tu y es retourné récemment? Alors, il y a pas longtemps, il y a 2 semaines. Oui, j'y suis allé pour fêter les 1 an, et puis un peu comme Nicolas Etienne, pour voir un petit peu où en était le mouvement. Sachant pertinemment que quand j'y suis allé, je savais déjà qu'il n'irait nulle part. J'y suis allé pourquoi? Parce que je voulais rencontrer des gens qui étaient suffisamment motivés pour quitter leur sofa et aller dans la rue, quitte à affronter des CRS, quitte à prendre des coups, quitte à être gazés, etc. Et je voulais savoir pourquoi ils y allaient, ces gens-là. Et j'ai fait de très belles rencontres, comme nos 2 invités de ce soir. Il y a aussi quelque chose qui m'a motivé, c'est-à-dire que je me suis dit, ok, moi qui suis de l'UPR, à l'UPR, on a l'habitude d'avoir des discussions politiques. Pour des gens qui ne veulent pas être politisés, est-ce que je peux leur donner des informations? Est-ce que ça va leur parler ou pas, quoi? Voilà. S'ils ne sont pas habitués à aller regarder ce qui se passe au niveau... Ok. Un petit mot, et on fera une toute petite pause pour une question de vidéo. Quentin, toi, tu as fait 2-3... Moi, j'en ai fait 4-5 des manifs des samedis, et puis j'avais participé à un des 4 débats organisés par la commission débat des Gilets jaunes Lyon-Centre. Alors, tu m'expliquais qu'il y avait 2 choses. D'un côté, il y avait des assemblées, Alors, là, et d'un côté, des débats, c'est ça? Alors, en fait, il y a eu une série de débats qui a été organisée pour identifier un petit peu les causes du mouvement, et puis faire en sorte aussi que les gens commencent à proposer des solutions, donc quelque chose de très participatif et constructif. Après, voilà, je ne sais pas trop ce que sont devenues ces doléances. Je pense qu'elles ont été un petit peu remontées justement à cette espèce de confédération des Gilets jaunes qui s'est organisée au fil des mois. Alors il y a eu voilà, des réunions toutes les semaines en local à Lyon. Il y a eu des assemblées régionales qui se sont passées aussi régulièrement en région. Et puis il y a eu ces fameuses ADA, assemblées des assemblées, voilà, qui fédèrent les collectifs locaux de Gilets jaunes. Pour dire voilà, qu'au fil des mois, le mouvement s'est beaucoup structuré, ils se sont dotés d'outils. Alors il y a eu des débats inter-Gilets jaunes, on va dire, entre Gilets jaunes seulement, des débats avec des élus pour certains. Et puis il y a eu aussi une énorme production médiatique, enfin plutôt sur les réseaux sociaux. Il y a une énorme production de contenu. Il y a des sites internet qui sont nés. Moi, j'ai bien regardé le site Printemps Jaune pour ma part, là, qui parle des actions locales des Rhodaniens, mais pas que. Et puis il y a des sites comme aussi, je crois que c'est France RIC, voilà, qui explique le RIC, en quoi ça consiste, comment le mettre en place. Il y a même des gens qui ont fait des protocoles pour mettre ça en œuvre. Juste pour résumer, donc il y a 2 choses en fait qui est débattues dans ces histoires-là. C'est d'un côté concernant l'organisation elle-même du mouvement Gilets jaunes, savoir est-ce qu'on va aller dans telle rue, tel jour, etc. etc. Et puis aussi des débats avec des gens qui ne sont pas forcément des Gilets jaunes pour des choses plus des sujets plus sociétaux en général. Alors moi, je suis allé à un débat sur les 4 dont le thème était l'écologie et l'environnement.
Il y en avait d'autres après sur la justice sociale, fiscale, et d'autres, je ne me rappelle plus les autres thèmes, mais sur l'environnement, ce qui était intéressant de retenir, c'est que tout le monde identifiait la surconsommation et le dogme ultralibéral, le capitalisme effréné, comme une des causes premières de tous nos maux. Et donc, c'était intéressant de voir aussi comment la question européenne venait un petit peu dans ce débat-là et s'entrechoquait. Tout le monde pouvait y aller, n'importe qui, aller sur un groupe Facebook ou un truc comme ça, s'inscrivir en disant moi je veux venir, il n'y a pas de... Ouais, tout à fait. Alors, je me rappelle plus comment j'ai eu l'info, mais j'ai eu l'info et c'est vrai que j'étais pas, au départ, j'avais peut-être porté le gilet jaune une fois, donc je me sentais pas encore gilet jaune jusqu'au bout des doigts, hein, mais j'y suis allé parce que j'avais, comme en intégrant l'UPR, j'avais l'envie de participer au débat citoyen d'une certaine manière. Donc, et en fait, c'est... Qui organisait ça quoi? C'est des gens bénévoles qui... Alors c'était les Gilets jaunes Lyon-Centre. C'était les Gilets jaunes à la mairie. C'était les Gilets jaunes Lyon-Centre qui se sont fait prêter une salle effectivement par la mairie du 7e pour organiser ça. Donc ils appelaient ça la ruche. On était 8 par table. Il y avait au moins 8 ou 10 tables. Et puis ce qui était intéressant de voir, et je pense que c'est un peu la philosophie des Gilets jaunes encore aujourd'hui, c'est que tout le monde puisse s'exprimer en fait. Que ce soit très participatif, que chacun ait droit à la parole. C'est un petit peu aussi l'esprit de regain démocratique dont les Gilets jaunes se réclament, notamment en préconisant d'adopter le RIC. Fabrice a abordé un truc. Il a dit ouais d'accord, c'est bien de parler de la politique, mais pour des gens qui ne sont pas forcément habitués à ça, c'est peut-être un peu chaud. Tu as trouvé des gens, des fois, qui n'étaient pas forcément habitués à la chose. Comment ils s'en sortaient, justement, pour parler de choses comme ça? C'est ça qui était très intéressant, c'était que il y en avait qui avaient l'habitude, d'autres pas l'habitude. Il fallait s'écouter parler. Chacun, à tour de rôle, devait parler et c'était chacun son tour. Donc du coup, tout le monde est obligé d'écouter la parole de tout le monde, même si la personne s'exprimait bien, au moins chacun avait droit à la parole et tout le monde pouvait être entendu. Donc on est vraiment dans un esprit démocratique ultime, on va dire, très bien. à ce niveau-là. Alors, ce que je voudrais savoir, moi, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué à identifier quand on se base sur les études sociologiques ou les articles, c'est de savoir en fait qui sont, je veux dire un gros mot, sociologiquement les gilets jaunes. C'est-à-dire que tu prends un article publié à tel truc, ils te disent c'est des gens d'extrême droite, et puis 2 semaines plus tard, c'est des gens d'extrême gauche, et puis bon, alors du coup, c'est qui en fait? Parce que toi, tu as dit un petit peu tout à l'heure, tu avais un petit peu tout au niveau de la société, tu avais des... Il y a une grande différence quand même entre le début et le maintenant, non pas au niveau des personnes qui soutiennent en idée les revendications des Gilets jaunes, ça c'est autre chose, mais au niveau des personnes qui participent au mouvement, effectivement au début du mouvement, on avait tout type de classe sociale, comme je le disais, on avait même un notaire, on avait tout type d'orientation politique finalement pour avoir discuté dans les rangs avec de nombreux manifestants, alors que on a là, il y a 15 jours lors de l'anniversaire, on avait beaucoup moins de personnes âgées, on avait beaucoup moins de personnes, si je puis dire, pas trop athlétiques, pour la simple et bonne raison que le climat de violence s'est installé. Donc le mouvement a non seulement perdu, on va dire, certaines catégories d'âge, mais a aussi perdu dans ses manifestants ceux qui ont quelque chose à perdre. Ça a commencé quand à Lyon, c'est-à-dire la dangerosité, on va dire. Moi je l'ai vécu l'acte 12, j'ai été passé... C'était à peu près quand au début de... On va dire à peu près 3 mois après le... Oui, c'était ça au mois de mars. Mars-avril, ça commençait déjà en fait à... Oui, ça n'a fait que se dégrader. Exactement. Et moi j'ai commencé à le voir à l'acte 12 parce que j'ai participé, donc comme je me rappelle, à l'acte 1, acte 4 et acte 12. L'acte 12, je ne suis pas resté longtemps parce que j'ai vu que ça dégénérait très vite, très rapidement, et il y avait plus débat et cette ambiance bon enfant où on pouvait parler, échanger avec des personnes de tous bords. Ça veut dire que non seulement il y avait de la violence policière, oui, mais il y avait moins bienveillant. Parce que vous savez, moi je me rappelle toujours de ce que décrivaient les gens en disant c'est génial parce que sur le rond-point, tu as le vieux coco qui va bouffer une chipolata avec le vieux Rassemblement National et on arrive à passer au dingue. Moi je trouvais ça génial. C'est plus trop le cas maintenant?
Ah, beaucoup moins. Pour ce qui est des grands rassemblements, en tout cas. Pour les grands rassemblements, c'est beaucoup moins le cas, effectivement, aujourd'hui. Il y a un climat de peur, en réalité. C'est pas forcément... On peut retrouver les mêmes personnes, mais il y a un tel climat de tension qu'on n'entend même plus de revendications. On a une foule qui est immobile, silencieuse, tendue, sur le qui-vive, et on a des forces de police en face qui également anticipent une bataille, finalement, donc ils sont aussi très tendus, on les sent, ils sont dans la peur. Bon, c'est même l'inverse du climat qui régnait au début. Non ? Et alors, politiquement, du coup, vous avez-vous trouvé plutôt des gens de gauche, de droite Alors, est-ce que vous en avez un peu parlé entre vous? De dire, moi je vote pour un tel. Oui. On a trouvé des gens venus à peu près de tous les bords. On n'a pas trouvé de partisans d'Emmanuel Macron en particulier, mais enfin on a trouvé des opposants venus de Christophe Levasseur est une macronienne au départ. Voilà, et puis il y avait aussi beaucoup de gens qui ne se positionnaient pas vraiment, pas parce qu'ils ne voulaient pas répondre, mais parce que très concrètement ils ne savaient plus, et c'est je pense aussi ce qui explique les Gilets jaunes, c'est qu'ils ne trouvaient plus aucun réceptacle. Alors, moi je suis... voilà, exactement. C'est fini. Le plus rien à faire. C'est... En quelque sorte. Bon, UPR alors. Apparemment, ça a commencé un peu à parler UPR au bout d'un certain temps, se dire ah tiens, pas mal finalement. Vous en avez entendu parler un petit peu? Pour être franc, ça n'a pas été central dans les témoignages qu'on a entendus. Les gens ne parlaient pas. D'ailleurs, ils ne voulaient pas parler d'un parti ou d'un autre parti en particulier. L'idée. Au début, parce que vous au début, apparemment, c'est quelque chose qui s'est plus développé ensuite. Si je peux développer, l'acte 4, j'ai vu dans le même cortège l'extrême gauche et l'extrême droite qui étaient à 2 mètres. Il y avait vraiment l'extrême droite vraiment devant et l'extrême gauche juste derrière. J'aurais jamais cru possible de voir ces 2 extrêmes dans un même cortège, mais ça a été vraiment le cas. Comme quoi, je pense que avant toute direction politique, il y a vraiment une nécessité. Les gens ont besoin de certaines choses. Et il y a une nécessité qui est criante, quoi. La pauvreté touche vraiment beaucoup de gens. Les gens, on va dire, passent à travers le fait qu'ils soient de droite ou de gauche, etc. Non, il y a une certaine nécessité, et donc c'est pour ça qu'on retrouve des extrêmes. Donc, vous, ce que vous avez vu, parce qu'on parle de plein de, je crois que c'est 42 revendications, puis après il y a des sous-groupes, etc. Vous, la chose première que vous avez eue, c'était revendication au niveau du pouvoir d'achat. Oui, déjà. La pauvreté, ça c'était la première revendication. Mais si je puis me permettre, on n'avait pas, il ne fallait pas chercher à savoir si le mouvement était à gauche ou à droite. Le mouvement était en bas, contre le haut. Il faut avoir une analyse verticale du mouvement et des jeux de pouvoir. Après, effectivement, il y a eu plus d'une quarantaine de revendications. On voyait plein de banderoles très différentes. Et en réalité, les Gilets jaunes, c'est pas le parti du bas, c'est pas un parti tel que ça s'annonce. C'est une confédération de revendications avec un lien entre ces revendications et autour d'un axe central qui sont la pauvreté et une demande de meilleure écoute, d'un pouvoir plus important finalement sur la politique de notre pays en général. Oui, et c'est là que je pense qu'on peut dire qu'une des revendications qui matérialise cette envie d'écoute, c'est le RIC, qui a été, dès le début, dans les manifestations présentes, c'est un des rares mots d'ordre qu'on a vu régulièrement apparaître. Ce sont justement, finalement, il faut bien faire la part des choses entre les revendications historiques, naturelles, si je puis dire, pour lesquelles il n'y a pas eu besoin de débat et qui sont consensuelles au niveau de tous les Gilets jaunes, qui sont finalement la fin du mois, la pauvreté et le RIC. S'en est suivi d'autres revendications qui peuvent être des revendications qui ciblent les causes des problèmes ou qui peuvent être des revendications périphériques qui ont toute leur légitimité, mais qui par contre sont pas forcément soutenues par l'ensemble des Gilets jaunes, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que je parle de confédération. On est dans un système, en réalité les Gilets jaunes se plaignent, c'est la crise de la mandature, c'est la crise de la représentation qui d'ailleurs dépasse le cadre des Gilets jaunes. Mais ce qui se passe, c'est que simplement, cette crise ne touche pas que l'élite qui est au pouvoir aujourd'hui. C'est une façon de faire, c'est une façon de fonctionner qui est bien plus diffuse dans la société. Et malheureusement, il est incontournable dans le cadre de l'organisation actuelle où on a un représentant qui est proclamé par quelques-uns et puis qui va essayer de prendre le devant, un risque important de compromission, de détournement, de corruption d'une certaine manière. Et d'ailleurs, c'est d'où la revendication du RIC, justement. C'est-à-dire qu'on est peut-être aussi... Alors, il y a des causes qui peuvent expliquer tout ça, c'est un point de vue personnel, mais parmi ces causes-là, le fait qu'on ait par exemple plus de grandes valeurs qui structurent, qui soient des repères collectifs structurants, eh bien, on a des représentants qui sont bien plus corruptibles, sans qu'on puisse leur en vouloir. Quelque part, c'est humain, si je puis dire. D'où la nécessité d'un RIC, pour que le pouvoir s'exprime. On a toujours besoin de représentants, sinon évidemment on ne peut pas avancer, mais pour garantir quand même
que, au final, ces représentants ne flouent pas ceux qui les ont mandatés. Alors, moi j'ai vu qu'il y avait eu des mesures gilets jaunes de Macron qui avaient été faites, lancées, évoquées comme ça en décembre, puis il y a eu un grand débat, donc tout ça c'est formidable, ça veut dire que tout le monde est content. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus ? Les mesures qui ont été obtenues, sans être négligeables, il ne faut pas non plus de mauvaise foi, mais les mesures qui ont été obtenues sont des mesures de gestion. Or, les gens appellent à des mesures politiques aujourd'hui. Il ne s'agit pas de savoir si on va augmenter les SMIC de 10%, diminuer de 10%, puisque de toute façon, compte tenu des problèmes globaux que nous subissons, c'est un pansement sur une patte de bois. Donc, il va falloir... Le problème, c'est qu'on a une classe politique qui ne veut pas trancher des dilemmes auxquels fait face notre société aujourd'hui, qui n'est que dans la gestion. Or, il y a un certain nombre de dilemmes qu'il va falloir trancher en arrêtant, avec intelligence, avec parcimonie, mais d'arrêter comme ça, c'est de jouer certaines règles du jeu mondial, si je puis dire. Il va falloir refaire de la grande politique. Et c'est pour ça que les gens se réintéressent à la politique et aspirent au RIC. Est-ce qu'on peut dire que les Gilets jaunes, il y a un échec par rapport, pour le moment, on va dire, à ce qui était exigé à la base? Mais c'est pas fini. Bah, c'est pas fini, ce que je veux dire, il y a toujours comme un grand soutien des Gilets jaunes. Il y a toujours des choses en cours, il y a des choses qui s'organisent, notamment les ateliers constituants d'Étienne Chouard, par exemple, qui veulent penser à l'après, on va dire, sur des choses concrètes. Il y a justement, ça fuse, il y a des liens qui se créent, et justement, comme le rappelait Fabrice, c'est que il y a des liens qui sont remis en place. On est passé sur quelque chose où on était tous derrière sur notre canapé, à vouloir changer les choses, mais à réellement des groupes qui se constituent et à vouloir concrètement changer des choses, donc en étant plus efficace, en mettant en œuvre des outils, des nouvelles façons de faire. Et donc ça, c'est très très important, et c'est plus vrai maintenant que jamais. Déjà, qui parmi vous pense que la bataille doit continuer de se passer dans la rue? Ou dans les manifestations, du moins? Pas... moi je crois qu'il y a deux choses à distinguer pour que le mouvement continue. On ne peut pas continuer comme ça dans un désordre total en instaurant un climat de violence, pour toutes les raisons qu'on a indiquées. Quelle est la situation? La majorité des Français continue à soutenir les revendications des Gilets jaunes, mais pour autant la majorité des Français continue à être hostile à la violence et au désordre. Et même certains Gilets jaunes, dont je fais partie, ne sont pas favorables à ce qu'on aille se battre contre des policiers. Je veux dire, c'est complètement contre-productif. Donc il y a deux choses à redéfinir. Il y a à définir j'insiste sur ce point-là, en deux temps séparés. C'est ça qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Il y a une place pour les idées, une place pour l'organisation. L'organisation, elle doit se tenir d'une manière ou d'une autre, mais dans un espace à la fois vaste pour accueillir, on doit rester groupé pour accueillir le plus de Gilets jaunes possible, mais dans un espace en périphérie, c'est-à-dire loin des zones de tension, afin également que les policiers qui seraient éventuellement présents sur place soient eux-mêmes, et il n'est pas une urgence pour protéger des biens des personnes, etc. Et qu'un dialogue puisse s'amorcer. Et je pense alors qu'effectivement, là où les Gilets jaunes pourraient gagner la bataille médiatique sur le thème de l'ordre public, les forces de l'ordre, que ce soit, je ne sais pas s'il y a une stratégie derrière, moi je crois que c'est simplement le fait qu'ils sont à bout, qu'ils perdent un petit peu la maîtrise des événements. Je ne vais pas rentrer dans le débat maintenant, mais ce que je veux dire, c'est que par contre, ce que nous pouvons faire à notre niveau, en revanche, c'est d'être force de proposition pour un meilleur ordre. Et ça en passe par une organisation. Moi je reprends, alors je peux peut-être me tromper, mais je me rappelle il y a quelques années, il y avait eu les bonnets rouges. Ils étaient encore bien plus forts que les Gilets jaunes, puisqu'ils avaient des engins, ils étaient très difficiles à arrêter. Par contre, ils étaient en bon ordre. On ne voyait pas de bonnet rouge, beaucoup moins que les Gilets jaunes, en tout cas, les agressiers des policiers. Je veux dire, il y a une part des choses qui étaient faites. Le fonctionnaire de police qu'on a en face de nous, c'est pas lui l'ennemi. Il y avait des vrais dirigeants, il y avait un maire, il y avait des cadres de grandes entreprises qui étaient à leur tête. Non, pas forcément. Les gens Black Box, a priori, mais moi, ce qui m'a étonné en creusant un petit peu, c'est revoir cette journée, je crois que c'était en mars ou en mai, je ne sais plus, où il y a un certain nombre de Black Box qui vont commettre des dégradations et qui ont droit à une haie d'honneur et qui se font applaudir par une énorme quantité de gilets jaunes. De plus, moi, avant de travailler sur cette émission, je pensais que c'était vraiment deux populations très différentes. Il semblerait qu'en fait, beaucoup de Black Blocs aujourd'hui soient d'anciens gilets jaunes de base, qui soient devenus des Black Blocs. Donc en fait, il semblerait que même si toi et puis pas mal de gens a priori expriment le besoin d'un peu on va dire d'une certaine
attitude correcte, voilà, pour gagner les médias. Je n'ai pas l'impression que et avoir moins de blessés dans nos rangs aussi. Des gilets jaunes. Gagner les médias et avoir moins de blessés dans nos rangs aussi. Alors, Quentin, tu voulais dire quelque chose? Rapidement. Déjà, il y a plusieurs choses à dire, je pense. Il y a certains gilets jaunes qui sont contre la violence, mais il y en a aussi qui sont pour, parce que quand il y a violence, quand il y a gros dégâts matériels, ça participe d'une grosse pression sur les pouvoirs, sur les chefs d'État, et qui permet des fois de débloquer, et qui permet par moment de débloquer des choses. Ça met un pansement, mais ça fait quand même avancer un petit peu les choses. Alors que toi, tu n'es pas d'accord. Non, les gens confondent la force et la violence. Le rêve du gouvernement, évidemment, c'est qu'il n'y ait plus de violence parce que de toute façon, les forces des Gilets jaunes se dissipent. Moi, l'organisation que j'aspire de mes voeux, c'est une organisation où on serait beaucoup plus visible, beaucoup plus fort, avec les moyens nécessaires, mais beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille finalement. Force et violence, c'est pas la même chose. Oui, puis moi ce que je vais rajouter, c'est que il faut multiplier les actions, faire parler justement, les gilets jaunes sous une autre façon que par le biais du samedi, et donc des images qui soient. Je prends souvent l'exemple des ateliers constituants d'Étienne Chouard, mais c'est intelligent, on va dire, c'est d'essayer de proposer une nouvelle façon de la politique. De proposer des idées où on sera en interne pas d'accord, pour ou contre certaines idées, etc. Mais donc détailler le RIC, comment on veut avoir, parce qu'il y a plusieurs façons de mettre en place le RIC. Est-ce qu'on veut un RIC plutôt d'une manière comme les Suisses, ou est-ce qu'on veut parler de toutes les questions en détail et les soumettre donc à la population? C'est en discuter, mais au-delà même de ça, c'est d'essayer de donner une autre image par des actions. Alors ça c'est personnel, mais par le biais d'actions, par exemple, si les gilets jaunes pouvaient faire des actions sur de la construction de certains bâtiments, dans des communes, essayer de ce que je crois comprendre, parce que tu m'en as un petit peu parlé avant ton âge, en fait, l'idée, moi je la trouve, on peut en parler, c'est par exemple par un niveau associatif, etc., faire un pied de nez à l'État, en faisant en quelque sorte le job que lui n'est pas capable de faire, pour montrer justement l'inefficacité de l'État. Par exemple par un système associatif, etc., mais qui sera toujours marqué gilet jaune, parce que toujours en inscrivant dans cette contestation certains services. On pourrait parler de services publics. Non, mais pas de services publics, mais tout simplement sur des choses concrètes, sur des besoins qui sont une nécessité pour pas mal de gens, on va dire. On pourrait parler des associations d'aide à la personne, exactement, par exemple, mais qui seraient estampillées gilet jaune. Oui, des genres de labels. Moi, je pense que ça peut être à creuser. Ça peut être parce que certains vont pouvoir voir ça comme une action politique, mais en fait, je pense que ça peut être si ça peut être vraiment une nécessité pour certains, et ça peut être vraiment intéressant, donner une autre image des gilets jaunes que par le biais des syndicats, etc. Et je vois Fabrice et Nicolas qui bouillonnent sur place. Et on va laisser Quentin s'exprimer avant. Je sais pas, moi j'aurais cette chose ou pas? C'est justement, c'était mon point. Toi, ça te plairait plutôt ou pas trop ce truc? Moi, je pense que des associations, des collectifs de gilets jaunes qui feraient ce que le pouvoir public aujourd'hui ne fait pas, l'État sera très content de ça, puisqu'il n'aura rien à payer pour que ces services publics quotidiens soient faits par des gens qui ne demandent aucun salaire. C'est déjà ce qui se passe dans l'univers du médico-social. Moi, je travaille avec beaucoup d'associations dans ce secteur. Il y a énormément de bénévoles. Ça a été reconnu publiquement par un ministre récemment, comme quoi ça faisait économiser chaque année des milliards à l'État de ne pas avoir à payer tous ces bénévoles qui faisaient un boulot nécessaire. Juste un dernier point, et je suis désolé parce que on manque de temps. Le dernier souci, je pense, qui est peut-être le plus important des Gilets jaunes, c'est que nous, à l'UPR, nous avons, Asselineau, Charles-Henri Gallois, etc.,
identifie très clairement un souci, c'est que l'exécutif français, il dépend de l'Union européenne. Voilà. Donc moi, je suis très très concerné parce que le mouvement des Gilets jaunes, je leur souhaite que ça aboutisse. Qu'est-ce que vous voulez pouvoir changer la société si de toute façon, tout ce qui est appliqué aujourd'hui, ce sont les gopés. Refaire de la politique, et pas que de la gestion. De Gaulle avait compris, à un moment donné. On n'est pas toujours obligé d'obéir à tous les traités tout le temps. Ah bon, toi tu penses qu'on peut ne pas forcément obéir à tous les traités? En pratique, oui. A priori, c'est là où on a une lecture différente des choses. Oui, non. Non mais c'est toujours pareil, il n'y a jamais de solution 100% oui, 100% non. La politique, alors effectivement, c'est l'art du compromis, parce qu'il faut des forces politiques pour poursuivre ça, enfin matériellement, concrètement, réaliser ces projets. Mais tous les compromis ne sont pas acceptables. Voilà, c'est là que il faut regarder nos anciens. La France pourrait peut-être exercer, dans une certaine mesure, de temps en temps, un certain pouvoir de nuisance, parce que c'est quand même le mot à la mode en politique ou en économie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une fois... l'Union européenne, de toute façon, est à bien des égards destinée à tomber. Je crois que le débat, c'est de savoir s'il faut en sortir d'abord, ce qui est la position de l'UPR, il me semble, ou de savoir s'il faut accompagner les mouvements. Bon, ça, personnellement, je suis très ouvert à toutes ces positions en réalité. Mais ce que je voulais simplement dire, c'est qu'il y a un éventail de possibilités quand on fait vraiment de la politique qui ne sont pas que de s'en tenir simplement aux règles du jeu telles que... On fait pas du droit, on fait de la politique. Par rapport à ce que tu disais, alors moi, la désobéissance par rapport au traité, là, ça serait vraiment... on aura l'occasion de faire un bistrot plus là-dessus, je ne suis absolument pas convaincu. Maintenant, là, l'argument clé pour dire qu'il faut partir en premier, c'est que c'est exactement quand tu vas manger au resto avec des potes. C'est que tu sais très bien, quand tu es en dernier à passer à la caisse, tu te retrouves à payer pour les autres. Et c'est vraiment ça qui se passe, c'est-à-dire que là, a priori, les Anglais s'en tirent à bon compte. Dernier parti, ça va être l'enfer. Moi, je voudrais dire une chose sur les traités. Le traité de Paris a été déchiré par Trump récemment. Quelles conséquences? Pourquoi non? Le traité de Paris, oui. La COP 21 a été déchiré par Trump il y a quelques mois. Quelles conséquences? Sauf que Trump représente la deuxième puissance économique mondiale, ce qui n'est pas le cas de la France. La France représente la seule armée européenne. Oui, les institutions américaines ne sont pas liées avec les institutions françaises. La différence, c'est qu'en France, on est déjà un Lego qui est tout assemblé. Le problème, c'est des gens à distance qui disent on traite des trucs vachement. Ces traités, ils sont devenus presque organiques à la vie de la France actuellement. La France n'est pas non plus un nain. Il faut arrêter avec cette idée. Je veux dire différemment, Trump est président d'un État souverain, ce qui n'est pas le cas de la France. Absolument. Parce que pour être souverain, il faut maîtriser les pouvoirs régaliens, donc la monnaie en l'occurrence. Déjà, c'est mort. Voilà, déjà, ça commence par là. Donc c'est la monnaie, l'armée, le juridique. Le droit européen prime sur le droit français. Il n'y a que les Français qui pensent que c'est le Parlement français qui décide quoi que ce soit. Et après, ils s'étonnent qu'ils soient déçus et que les gouvernements ne respectent pas leurs promesses. Bah oui, c'est normal. Puisqu'en fait, c'est une caisse enregistreuse. Alors, Sur encore une fois, je pense que tous ici autour de la table, nous ne portons pas l'Union européenne. Il ne s'agit pas du projet européen. Il s'agit vraiment du fait d'avoir un super État européen. Bon, après, nous pourrions avoir, par contre, quand je parlais de division possible entre les Gilets jaunes justement et du fait que l'organisation doit être distincte du débat d'idées, c'est que autant de petites nuances comme ça, comme celles qui nous traversent entre faut-il sortir en premier de l'Union européenne ou pas. Bon, finalement, c'est pas ça qui change tellement le sens général dans lequel nous voulons avancer tous ensemble. Et c'est pour ça que ça doit s'articuler dans des temps différents et que d'ailleurs il y aura une émission prévue à cet effet. Allez, on a encore un petit instant pour faire une petite conclusion. Alors, je voulais juste, écoutez, déjà vous remercier d'être venu, parce que ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais c'est déjà bien qu'on puisse en parler, quoi. Et puis c'était très intéressant de vous recevoir. Autre sujet, alors qui n'a rien à voir, je voulais juste mentionner à nos spectateurs, je vais mettre en ligne
vous verrez dans les commentaires un petit article assez long, assez intéressant de Laurent Doré, qui a décortiqué un article du Monde diplomatique, c'est-à-dire que le journaliste du Monde diplomatique avait fait une présentation de l'UPR qui était assez biaisée et assez malhonnête. Et en fait, ce qu'a fait Laurent, c'est de vérifier qu'en fait le journaliste est un militant de la France insoumise. Et évidemment, ça n'a pas du tout été expliqué dans l'article du Monde diplomatique. Donc, je vais vous mettre le lien pour vous inviter à regarder. Et c'est assez intéressant finalement de décortiquer tous les systèmes qui permettent de manipuler finalement le lecteur finalement par une certaine sournoiserie, on va dire. Intelligence peut-être. Voilà, je ne sais pas. Vous vouliez peut-être nous dire 2-3 petits mots sur d'autres choses, enfin je sais plus, je crois qu'on avait... Oui, en parlant, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, peut-être que tout le monde a entendu parler ou pas, mais je crois qu'il est en train de se monter une espèce de commission sur l'indépendance des médias, alors qu'il n'aurait pas pouvoir de sanctionner les médias, mais apparemment c'est quelque chose qui est réclamé depuis longtemps et qui, un peu comme le CSA, mais en moins coercitif, pourrait dire attention là, fake news, attention là, traitement de l'information partisan, etc., etc. Donc espérons que ça permette un peu de bouger les lignes au niveau de ce que nous proposent d'avoir les médias, quoi. Une dernière petite chose, il se trouve qu'il n'y avait que des mecs la dernière fois, et il n'y a encore que des mecs aujourd'hui, c'est totalement un hasard. Il va y avoir des femmes aussi, hein, voilà. Oui, c'est notre espoir. Bon, écoutez, on espère que ça vous a intéressé, et puis on se dit à très très vite, donc voilà, informez-vous, renseignez-vous, et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.